Propriété, si E est un espace de Banach et Xn une suite de E, et si la série réelle somme des normes de Xn est convergente, alors la suite, cette suite-là, est convergente vers X, notation. Et on dit que la série est absolument convergente de limite X. Démonstration, bon, je vous laisse vérifier, c'est évident. Et ça, c'est une série qui est convergente, donc de Cauchy, donc on va pouvoir avoir ça, et ce qui nous dit que ça est inférieur à epsilon, donc cette suite-là est de Cauchy, mais E est complet, donc elle est convergente. E, un espace de Banach, N, norme subordonnée, ça c'est important, à cette norme-là, dans L de E, U appartenant à LC de E, on suppose N de U inférieur à 1, alors la série somme des U puissance K est convergente vers V appartenant à LC de E. La fonction IDE moins U est inversible dans LC de E. Et V est inversible dans LC de E. Enfin, V est égal à l'inverse de ID moins U. Et NV est inférieur ou égal à 1 sur 1 moins N de U. Alors, on étudie ça, je vous laisse vérifier, c'est évident. Ça, évident aussi, qui tend vers 0. Car n de u est inférieur à 1, donc ça veut dire que u puissance n plus 1 tend vers 0 dans LCE. Somme de nu puissance n est convergente, parce que nu est inférieur à 1, et E est complet. Donc LCE aussi. Et donc, d'après ce qu'on a démontré là, on en déduit que la série est convergente vers V appartenant à LC2. Limite de ça, eh bien, limite de ça, on part de là, puis on fait tendre n vers plus l'infini. Ça va faire id moins u rond v, et limite de l'autre côté, c'est-à-dire ça fait id moins 0, c'est-à-dire id. Donc ça veut dire que id moins u rond v est égal à l'identité. Donc id moins u et v sont inversibles, hein, puisqu'on quand on les compose, ça fait l'identité, et V est l'inverse de ID moins U dans L de E, et dans LC de E, parce que V et ID moins U appartiennent à LC de E. D'accord? Donc, on a vu, V est donc continu, puis U était continu. De plus, N de somme de 0 à N des U puissance K est inférieur ou égal à ça, donc à ça. Ça, c'est égal à ça, et comme n de u est inférieur à 1, c'est inférieur à ça. D'accord? Donc, la limite de ça, quand n tend vers plus l'infini, va être... Alors, la limite de ça est égale... Ah oui, la limite de ça est égale à n de v, puisque ça tend vers v, et que la norme est continue. D'accord? Donc, grâce à 3, puisque ça tend vers v, on obtient que n de v est inférieur ou égal à 1 sur 1 moins n de u. Et voilà, tout a été démontré. Un petit rappel avant d'attaquer la suite, deux espaces vectoriels EF, F appartient à L de F et bijectif, bon bah F-1 est une bijection, ça a été démontré en algèbre. Quand on a deux EVN, EN, E'N, si F appartient à LC de EF et qu'elle est bijective, ça n'implique pas, il faudra que je trouve des contre-exemples, que F-1 est continu. Et si E ou F est de dimension finie, eh bien, si F appartient à L de F est bijective, alors forcément, puisqu'elle est bijective, ils vont avoir la même dimension, d'accord? Et puis, comme on est en dimension finie, et que F et F-1 sont linéaires, eh bien, F-1, F et F-1 vont être continus. Bon, bah, ça s'appelle un homéomorphisme. Propriété E est un espace vectoriel normé complet. G est muni de la composition, le groupe des homéomorphismes de E, qui est un sous-groupe du groupe L de E muni de la composition. Comme l'espace est complet, toutes les applications linéaires sont continues, donc en fait LC de E est égal à L de E. Alors, et puis G, G finalement, c'est GL de E, c'est le groupe des isomorphismes, des automorphismes de. Alors G est ouvert dans L de E muni de la norme subordonnée à la norme qu'on a sur E, et psi
qui a U appartenant à G fait correspondre l'inverse U-1, appartenant à G aussi bien sûr, est continue. Démonstration, si U appartient à G, montrons que cette boule est inclue dans G. Comme ça, on aura trouvé une boule ouverte inclue dans G, et donc G sera ouvert. Soit oméga appartenant à B, V égale U moins oméga, et donc j'ai N de V, qui, comme oméga appartient à ça, j'ai N de V qui est inférieur à 1 sur 2 N de U moins 1. N de V rond U moins 1 est inférieur ou égal à N de V fois N de U moins 1 est donc inférieur à 1,5. D'accord? Ça vient de là. E est complet, donc à 1, donc inférieur à 1. E est complet, donc ID moins V rond U moins 1 est inversible, donc appartient à G. Soit G égale son inverse, on sait aussi que N de G est inférieur à 1 sur 1 moins N de V rond U moins 1. Oméga est égal à U moins V, est égal à ID moins V rond U moins 1 rond U, ça c'est facile, parce que ici ça fait U, et l'autre quand je compose ça fait V rond U moins 1 rond U. Non, U-1 rond U, ça fait l'identité, donc ça fait bien U-V. Donc ça appartient à G, parce que ça appartient à G, et ça appartient à G. Et ça, donc, on a ça, quel que soit oméga appartenant à B. Donc ça veut dire que cette boule est inclue dans G, donc G est ouvert. Alors maintenant, oméga, c'est ça, c'est égal à... Bah oui, ce truc-là, c'est G-1. D'accord? Ce truc-là, c'est G-1, donc ça fait G-1 rond U. Donc, oméga-1 est égal à U-1 rond G. Et U-1 moins oméga-1, ça fait ça, moins U-1 rond G, c'est-à-dire oméga-1, donc j'ai bien cette égalité. Mais 1 implique que ID moins V rond U-1 rond G est égal à l'identité. Donc, que G moins V rond U moins 1 rond G est égal à l'identité. Donc finalement, ID moins G va être égal à moins V rond U moins 1 rond G. D'accord? Et oméga moins 1, avec ça et ça, j'obtiens que oméga moins 1 moins U moins 1 est égal à U moins 1 rond V rond U moins 1 rond G. Et donc que la norme de ça est inférieur ou égal à N de U-1 fois N de U-1, donc au carré, multiplié par N de V, multiplié par N de G. N de G, lui, est inférieur ou égal à ça. Donc ça fait ça. Maintenant, N de V rond U-1 est inférieur ou égal à N de V, N de U-1, qui est inférieur à 1,5, parce qu'on l'a vu ici. D'accord? Et est inférieur à 1,5. Donc 1 moins N de V rond U-1 est supérieur à 1,5. Et donc, comme je divise par quelque chose qui est supérieur à 1,5, j'obtiens quelque chose qui est inférieur à 2 NU-1, N de V, N de U-1 au carré, N de V. Donc, N de oméga-1 moins U-1 est inférieur ou égal à ça. Si, bon, ça on s'en fout. Hein. Si epsilon est positif, que oméga appartient à ça et que N de oméga moins U est inférieur à epsilon sur 2 NU moins norme de U-1 au carré, alors je vais avoir ça. D'accord? Donc, quel que soit epsilon positif, N de oméga moins U inférieur à l'inf des deux implique que N de oméga moins 1, c'est-à-dire psi de oméga, moins U moins 1, c'est-à-dire psi de U, est inférieur à epsilon. Donc, psi est bien continu en U, quel que soit U appartenant à G. Donc, psi est continu. Théorème, propriété, E, un espace vectoriel normé de dimension finie, N supérieur ou égal à 1. Donc il va être, L de E va être complet. Hein. Alors le groupe linéaire GL de E rond des automorphismes de E est dense dans L2. C'est dense dans L2. Voilà. Alors ici on est en dimension finie, l'espace est complet, LC de E et L de E c'est pareil. Hein. GL de E bar, donc l'adhérence de GL de E est égale à L de E. Pour la norme n subordonnée à la norme qu'on a sur A.
Démonstration epsilon positif, on ne peut pas avoir déterminant de f moins epsilon sur k identité égale 0, quel que soit k allant de 1 à n plus 1, parce que f a au plus n valeurs propres vu qu'on est en dimension n. Donc il existe un cas tel que ce déterminant soit différent de 0. Soit phi égale f moins epsilon sur k identité, son déterminant est différent de 0. Donc phi appartient à GL de E. N de f moins phi, eh bien c'est n... ça va être égal à la norme de epsilon sur k identité. La norme de l'identité c'est 1, donc ça fait epsilon sur k qui est inférieur ou égal à epsilon, parce que k est supérieur ou égal à 1. Donc, quel que soit epsilon positif, il existe phi appartenant à GL de E tel que la norme de f moins phi soit inférieure ou égale à epsilon. Donc, ça veut bien dire que GL de E est dense dans L2. Conséquence, E, un espace vectoriel de dimension finie n supérieure ou égale à 1, FG des endomorphismes, alors déterminant de f rongé moins identité égale déterminant de G rond f moins identité. Démonstration, dans le premier cas, je suppose que f est bijectif, donc f appartient à GL2. Alors je vais multiplier, enfin composer par f-1 à gauche et par f à droite, ça ne change rien au déterminant, et f-1 rho f, bah, ça s'annule, il va rester G rond f, et puis là il va rester f-1 rho f, c'est-à-dire identité, donc c'est égal à ça. Donc on a le résultat dans ce cas particulier. Dans le cas général, comme GL2E est dense dans L2E, il existe une suite Fn de GL2E qui tend vers F dans En en prenant cette norme-là sur une base EI de E, et puis N la subordonnée à cette norme sur L2E. Fn tend vers F, donc Fn rongé moins identité tend vers F rongé moins identité, de même G rond Fn moins identité tend vers G rond F moins identité. Déterminant de Fn rangé moins identité est égal à déterminant de G rond Fn moins identité parce que Fn appartient à GL2E, c'est ce qu'on a démontré avant. L'application qui a U appartenant à L2E à ceci, déterminant de U appartenant à K est continue, donc ça tend vers ça, et la limite du déterminant de G rond Fn moins identité est égale à déterminant de G rond F moins identité. Donc on a bien ce résultat dans le cas général. Propriété, toujours K égale R ou C, A une matrice d'ordre N, alors ATA et TAA ont le même polynôme caractéristique. On prend encore la base canonique de Kn, on prend cette norme, la subordonnée sur L de E, A appartenant à Mn de K, F l'endomorphisme de matrice A relativement à cette base, soit lambda appartenant à K, P de lambda est égal à déterminant TF rond F moins lambda identité. Si lambda égale 0, ça fait déterminant de TF rond F, donc déterminant de TF fois déterminant de F, ça j'aurais pu ne pas le faire, égale déterminant de F fois déterminant de TF égale déterminant de F rond TF. On le sait qu'on peut commuter. Égale déterminant de F rond TF moins lambda identité, puisque lambda est égal à 0. Si lambda est différent de 0, P de lambda est égal à ça, en prenant G, je mets lambda en facteur là-dedans, et évidemment on remplace où G est égal à 1 sur lambda F, puisque lambda est différent de 0. Donc P de lambda est égal à lambda puissance n, déterminant de TF rond G moins identité, et donc égal à lambda puissance n déterminant de G rond TF moins identité, d'après ce que j'ai vu avant. Et ça nous fait je rentre le lambda dedans, et donc ça fait lambda G, c'est-à-dire ça fait ça, d'accord. Et lambda G ça fait F, donc déterminant de F rond TF moins lambda identité, moins lambda identité. Donc, on a toujours finalement que lambda soit nul ou pas nul, on a toujours déterminant de TF rond F moins lambda identité égale déterminant de F rond TF moins lambda identité. Donc maintenant, je passe aux matrices, et bien ça donne déterminant de TA fois moins lambda IN égale déterminant de A fois TA moins lambda IN. Et donc, les polynômes caractéristiques de ces deux matrices sont les mêmes. Théorème.
on a l'espace vectoriel Mn de K des matrices d'ordre n. C'est un espace vectoriel de dimension n au carré, donc toutes ces normes sont équivalentes. On en choisit une, grand N. Kn de x, l'espace vectoriel des polynômes de degré inférieur ou égal à n est un K espace de dimension n plus 1, dont on a une base ici. Et on peut choisir cette norme-là, qui a cette norme-là avec cette norme-là. Pk tend vers P, il suffit que Pk de polynôme tend vers le polynôme P, si et seulement si le sup des écarts entre le coefficient d'ordre J en Pk et celui d'ordre J en P tend vers 0. Ça veut dire, ce qui équivaut à dire que chaque coef d'ordre J de Pk tend vers le coef d'ordre J de P. Alors, on va démontrer maintenant que l'application qui a une matrice A de Mn de K, donc, associe cette application CF, associe son polynôme caractéristique qui appartient à Kn de x avec la norme n', eh bien on va démontrer que cette application est continue. Le polynôme, donc cette application qui a une matrice associe le polynôme caractéristique. Démonstration. Si A est une matrice d'ordre n, AIJ, Pr de x, c'est une somme, c'est un polynôme comme ça, avec des coefficients qui dépendent des coefficients de la matrice. D'accord? Alors, cette fonction, ce coefficient, je l'appelle fk de tout ça. C'est une fonction continue, parce qu'elle est composée, on fait des opérations élémentaires, en fait, pour trouver ce résultat. Donc ça, c'est continu, quel que soit k. Quel que soit ij, entre 1 et n, A donne AIJ de A, le coefficient en IJ, est continu car linéaire. AIJ de A plus B, c'est AIJ de A plus AIJ de B, AIJ de lambda A, c'est lambda AIJ de A. Donc, ça c'est continu. Et donc, celle-là va être continue parce que tous les termes, là, tous les coefficients sont continus, toutes les coordonnées sont continues. Maintenant, si K est compris entre 0 et n, GK qui a A fait correspondre fk de phi de A, c'est-à-dire ça, va être continu comme composé de deux applications continues. Donc, quel que soit epsilon positif, il existe nu k, tel que n de b-1 inférieur à nu k, implique que gk de b moins gk de A est inférieur à epsilon. Donc, si je veux avoir le sup inférieur à epsilon, il suffit que je considère nu égale 1 f de nu k, qui est positif, et alors dès que n de b-1 est inférieur à nu, j'ai tous ceux-là qui sont inférieurs à epsilon, donc le sup aussi. Et c'est quoi le sup? C'est justement le n' de pb de x moins pr de x. D'accord? Puisqu'il est obtenu en faisant la différence des coefficients d'ordre J. Donc, ça indique que n' de f de A moins f de B est inférieur à epsilon, et donc que la fonction f, qui a m associe le polynôme caractéristique, donc je l'ai appelé Pm comme ça, elle est continue en A, quelle que soit la matrice A, et donc elle est continue. Et c'est terminé. Même notation, eh bien, l'application qui a A associe le polynôme minimal, cette fois-ci, n'est pas continue. Démonstration prenant cette suite de matrices qui tend évidemment vers IN. Le polynôme minimal ici, c'est ça, parce que 1 est d'ordre n-1, et puis celle-là qui n'est pas égale à 1 est d'ordre 1. Ça, c'est le cours d'algèbre. Mais celle-là, son polynôme minimal, c'est évidemment x-1, puisque 1 est d'ordre 1, valeur propre d'ordre 1. Si psi était continu, on aurait psi de AK qui tend vers psi de A dans Kn de x, ce qui est faux, parce que le polynôme minimal de AK, c'est celui-là. D'accord? Je développe ça. Mais ça, quand K tend vers plus infini, ça tend vers, j'aurais pu le faire directement ici, x(x-1). Donc x2 moins 1, x2 moins x, dans Kn de x. D'accord? Et donc ça ne tend pas vers x-1, parce qu'il est clair que, que ça ne tend pas, que ce n'est pas la même chose. Et ça fait référence à ce que j'ai dit au début. Donc, donc ça signifie que cette application-là n'est pas continue. Plus généralement, on peut identifier les normes sur Mn de K avec celles définies sur L de E
où E est égal à K puissance n, K étant ROC, grâce à l'isomorphisme qu'on a ici à une matrice, on fait correspondre l'endomorphisme relativement à une base canonique. Si n est une norme, on a aussi la norme n' qui a f, alors elle va être sur L de E, si n est une norme sur Mn de K, hein, qui a f appartenant à L de E, associe la norme de la matrice, hein, justement, qui est associée à f. Alors c'est une norme, je vous laisse vérifier, tout est évident, d'accord. Petit 2, si inversement, si n est une norme sur L de E, eh bien on a cette norme-là qui est sur Mn de K, et c'est la même démonstration. On dira que les normes n et n' sont associées. Alors, par exemple, si on reprend ns, n sigma et ne qu'on avait sur Ln de E, quelles sont leurs normes associées? On prend donc la matrice A, et puis U, j'appelle U le f de A. Eh bien, ns de U c'est égal à ça, N'S de A, ça va être ça, la norme associée. Et puis pour ça, ça va être ça, et c'est évident. Hein. Et pour la norme euclidienne, NEU, ça va être racine carrée de ρ de A, où ρ de A, on le sait, est le sup des valeurs propres de TA fois. Donc N'E de A, ça va être aussi racine carrée de ρ de A. La norme matricielle, on dit qu'une norme matricielle, c'est quoi? N est une norme, c'est une norme sur un ensemble de matrices, on dit qu'elle est matricielle si elle vérifie n de A fois B inférieur ou égal à n de A fois n de B, quel que soit AB appartenant à Mn de K. Grâce à cet isomorphisme, ça équivaut à dire que n' de FA rond FB est inférieur ou égal à n FA multiplié par NFB, quel que soit FG appartenant à Ln de K. Hein. Donc où n' est la norme sur Ln de K associée à n, tout simplement parce que ça c'est égal à ça, ça c'est égal à ça, ça c'est égal à ça, c'est évident. Soit n, si n est une norme sur Ln de K, subordonnée à la norme sur E, et que n' est la norme associée sur les matrices, n' de A égale NFA égale sub dFAX sur norme de X, ça va être égal à ça et à ça et à ça. Bon, tout ça c'est évident, je passe très vite. Et évidemment, alors, N' est matricielle tout simplement parce que N de F rongé est inférieur ou égal à NF NG quand c'est une norme associée. On a toujours ça, quel que soit FG appartenant à N de E. Donc quand on passe à N', on va avoir N' de A fois B est inférieur ou égal à N de A fois N de B. La norme N égale sub de module de RJ sur Mn de K est évidemment associée, on a déjà vu que c'était une norme, à la norme N', non, c'est celle-là qu'on a vu que c'était une norme. Donc celle-là est associée à sub de RJ où A est la matrice de F dans B, et on a déjà vu que N' de F rongé n'est pas toujours inférieur ou égal à N' de F ou à N'G, donc ça va être le cas aussi pour les matrices, et donc ça veut dire que N n'est pas matricielle. Exemple d'une norme matricielle qui n'est pas associée à une norme subordonnée, c'est la norme de Frobenius, du nom du mathématicien allemand, fin du 19e siècle, début du 20e siècle, qui travaillait qui est un algébriste et qui a démontré de nombreux théorèmes en algèbre et puis même en analyse. Sur Mn de K, on a ça qui est une norme, alors c'est positif, c'est nul si et seulement si. Tout ça c'est évident, d'accord. C'est un peu plus compliqué pour celui-là. On va placer tous les AIJ les uns après les autres, ligne par ligne, et comme ça on va se retrouver dans le cas à la puissance n au carré, idem pour V. Et on unit la norme euclidienne NE, et on remarque que n de A plus B, n de A plus B, c'est finalement NE de U plus V. Donc ça va être inférieur ou égal à NE de U plus NE de V, égale NA plus NB, d'où l'inégalité triangulaire. N est donc bien une norme. La norme N est matricielle. Si on prend deux matrices, bien A fois B comme terme générique MJ qui est égal à ça. Et ça, c'est le produit scalaire entre c'est UI qui est en fait ça et qui est net autre que la IM ligne de A, et WJ qui est égal à ça et qui n'est autre que la transposée de la colonne J de A. En prenant comme produit scalaire ça sur K à la puissance N,
D'accord? Et donc NAB, bah, c'est ça. Et donc c'est la somme de ça. Mais d'après Cauchy-Schwarz, chacun est inférieur ou égal à norme de I fois norme de VJ. Et donc je me retrouve avec ça. Et puis ça, bah, ça peut s'écrire somme des IJ. Je le remplace, hein, ça c'est exactement égal à ça. Puis ça c'est exactement égal à ça. Et donc là, eh bien, on va séparer en un produit de deux sommes. Hein. C'est une méthode, un résultat classique du calcul algébrique. Hein. Donc ça fait ça fois ça, qui est égal ça fois ça. Et donc en passant à la racine carrée, je vais avoir NAB inférieur ou égal à NA fois NB. Donc la norme N est bien matricielle, mais elle n'est pas subordonnée, parce que N de IN, IN, les coefficients c'est des 0 et des 1. Les 1, il y en a N. Hein. Au carré, ça fait 1, donc ça fait NIN égale racine carrée de N. Et c'est différent de 1. On a vu que si une norme était subordonnée, et bien forcément, la norme de IN serait égale à 1. Soit A appartenant à Mn de C, son rayon spectral, c'est le sub des modules des valeurs propres de A, noté comme ça, positif. Alors, donc le corps, c'est C. C'est pour ça qu'il existe des valeurs propres et qu'il existe donc le rayon spectral, soit ça, une norme sur Cn, quand n, une norme sur n de C, je pourrais me passer de ça, hein, associé à une norme n' subordonnée à ça, hein, tout ça pour dire que en fait, la norme n est subordonnée. Quoi. Eh bien, alors, Na, et quand je dis n n'est pas subordonné, ça veut dire en fait n n'est pas associé à une norme subordonnée sur L. Bon, parce que les normes subordonnées, je les ai prises que sur L de E, mais enfin bon, par isomorphisme, L de E et puis Mn de C, c'est pareil. Hein, voilà. Ln de C et Mn de C, c'est pareil. Bon, on a donc ça. C'est ça qu'on veut démontrer. Allons droit au but. Hein. Donc, on a dit qu'elles existaient, les valeurs propres. Soit F, ça aussi, je pourrais m'en passer. L'endomorphisme qui est associé à la matrice A relativement à une base canonique de Cn. Lambda, donc une valeur propre, x, un vecteur propre, donc il est non nul. F de x égale lambda x, et norme de f de x sur norme de x va être égale à ça, qui fait lambda, enfin qui fait un module de lambda. Mais la norme de A, qui est la norme n' de f, c'est le sup des f', non, des normes de f de x sur norme de x. Or là, dans ce cas précis, on trouve que ça fait lambda, donc le sup va être plus grand que lambda. Donc NA va être supérieur ou égal à module de lambda, quelle que soit la valeur propre de A. D'accord? Et comme ρ de A, c'est le sup de ces trucs-là, eh bien j'en déduis que N de A est supérieur ou égal au rayon spectral. A appartient à Mn de K, muni de la norme euclidienne. On sait qu'on a démontré que N de A est égal au rayon spectral, enfin la racine carrée du rayon spectral de cette matrice que je vais appeler après M, qui est T à bar fois A. Alors K est égal à ROC, ça c'est les valeurs propres de cette matrice justement, d'accord, toutes positives. Si A est inversible, alors NE de A multiplié par NE de A moins 1 est égal à racine carrée de la plus grande divisée par la plus petite. La plus petite ne peut pas être nulle parce qu'on va voir que T à bar fois A il est inversible. D'ailleurs, c'est évident, A est inversible, donc A bar, T à bar fois A, et A fois T à bar aussi. Ça, c'est de l'algèbre. Hein. On sait que les valeurs propres de M égale ça sont les mêmes que les valeurs propres obtenues en commutant. Donc ça, F l'endomorphisme de matrice X et lambda, une valeur propre de X, donc de F avec un vecteur propre X. On a ça, et donc quand on prend F-1, ça nous fait ça. Je vous laisse vérifier. Et j'obtiens que 1 sur lambda est une valeur propre de x-1. Et de même, si lambda est une valeur propre de x-1, une valeur propre x, on a ça. Et donc en prenant f de chaque côté, on a facilement que 1 sur lambda est une valeur propre de x. Donc ça nous dit quoi? Que les valeurs propres de x et de x-1 sont inverses l'une de l'autre. Donc l'ensemble des valeurs propres de m, c'est ça. C'est l'ensemble des valeurs propres de x. Et l'ensemble des valeurs propres de x-1, c'est ça. NE de A-1, c'est ça. D'accord? Et ça fait exactement ρ de ça, c'est-à-dire ρ de x-1. Et donc, j'obtiens 1 sur lambda 1, parce que
comme lambda n c'est la plus grande, qu'elles sont positives, hein, donc dans l'ordre croissant, et elles ne sont pas nulles, puisqu'on a choisi, on sait que ça c'est inversible, donc il faut bien voir 0 est inférieur à ça, la plus grande c'est lambda n, donc la plus grande des 1 sur lambda i, ça va être 1 sur lambda 1. Et donc on a ça. Remarque, si A est une matrice orthogonale, T(A) bar fois A est égal à IN, donc A est inversible, A moins 1 est égal à T(A) bar, et NE de A multiplié par NE de A moins 1 est égal à 1. En fait, les deux sont égaux à 1. Voilà pourquoi ça va faire 1. Démonstration, M est égal à T(A) bar fois A est égal à IN, donc la valeur propre c'est 1, N fois, et donc ρ de M est égal à 1. De ça, on tire que l'inverse de A c'est T(A) bar, et donc on peut commuter, A fois T(A) bar est égal à IN, et donc T(A) bar moins 1 multiplié par A puissance moins 1 est égal, on prend l'inverse, hein, à IN aussi, donc A moins 1 est orthogonal, et donc NE de A moins 1 est aussi égal à 1, et donc les deux sont égaux à 1. Autre démonstration, on prend NE de A au carré, qui est égal à sup de ça. Bon, bah, en fait, ça fait norme de x au carré, parce que la matrice est orthogonale, mais on peut le redémontrer, hein, ça fait ça. Puis j'applique la transposée, donc ça fait ça, et comme T(A) bar fois A est égal à l'identité, ça fait sup de ça, ils sont tous égaux à 1, donc le sup c'est 1. Voilà. Donc NE de A est égal à 1, voilà. Là j'aurais pu l'écrire, hein, que NE de A ou NE de M et NE de A était égal à 1. Mais je l'ai dit. Bon, et puis après, ben, je reprends ce qui a été dit avant, d'accord? Donc A moins 1 est orthogonal, donc on a aussi ça. Remarque, si K est égal à C et que A appartient à Mn de C hermitienne, donc ça, et inversible, parce que c'est pas automatique, alors A est diagonalisable, ses valeurs propres appartiennent à R, ça c'est parce qu'elle est hermitienne. T(A) bar A, T(A) bar A est égal à A carré, donc de valeur propre, et lambda I carré. Donc, et oui, donc NE de A multiplié par NE de A moins 1, ça va être quoi? Ben, quand on prend tous ces carrés, il y en a un qui est le plus petit, d'accord? Donc c'est alpha 2, puis il y en a un qui est le plus grand, c'est bêta 2. Et donc j'obtiens au final valeur absolue de bêta sur alpha, parce que c'est des nombres réels. Où alpha carré est la plus petite des lambda I carré, bêta 2, la plus grande. C'est le cas notamment si K égale R et que A appartient à Mn de R, est symétrique et inversible. Inversible aussi, hein, parce que ça c'est pas automatique quand on est symétrique non plus. Je termine ça par un petit exemple de calcul de NEA-1 multiplié par NEA-1 dans le cas où A est cette matrice-là. Donc c'est une matrice au passage qui est inversible, hein. Enfin, c'est un passage important quand même. Et T(A) bar multiplié par A, bon, bah, ici c'est un coefficient réel, donc il n'y a pas d'un conjugué, ça nous fait ça. D'accord? Alors les calculs sont un peu hardis, le polynôme caractéristique de cette matrice, c'est ça. Et donc ça nous fait ça. Et delta est égal à ça, 1517. Autant dire que ce n'est pas un carré parfait. Lambda est égal à 39 plus ou moins racine de 1517 sur 2, les deux sont bien positives. Et NEA multiplié par NEA moins 1 va être égal à racine de la plus grande, donc c'est celle-là divisée par 2, par la plus petite, celle-là divisée par 2. Les deux se suppriment. On va multiplier par le conjugué de ça, 39 plus racine de 1517, qui du coup se retrouve au carré, et on va pouvoir sortir la racine carrée. Et en bas, on a 39 au carré moins 1517 qui fait 4, et donc la racine carrée c'est 2. Et donc ici, ça nous fait ça. Continuité des applications multilinéaires. On a une famille de Vn. Le produit muni de cette norme-là, on sait que ça nous donne la topologie produit. F un EVN et F une application multilinéaire de E vers grand F. Alors, on a ces équivalences-là. Bon, 1 implique 2 est évident. On va montrer maintenant que 2 implique 3. On suppose donc que f est continu. Donc ça nous donne ça. On prend x. Alors, d'abord, on choisit x tel que tous les xi sont différents de 0. Et on pose à ce moment-là ça, ce qui est possible.
d'accord, quel que soit i. Et on considère z égale zi. ns de z est égal à sub des ni de zi sur i, donc ça va être inférieur ou égal à nu sur 2 ni de ça divisé par ça, donc ça fait nu sur 2. Donc f de z en norme est inférieur ou égal à 1. ns de... Oui, donc norme de f de z est inférieur ou égal à 1, puisque ça c'est inférieur à nu et qu'on applique ça. F est n linéaire, donc f de z, ça va être le produit de ça multiplié par f de x. Et donc ça nous fait ça. Et donc la norme de f de x va être inférieur ou égal, alors j'envoie ça de côté, parce que f de x va être égal à l'inverse de ça multiplié par f de z, donc ça va nous faire ça. Qui est inférieur ou égal à ça, puisque norme de f de z est inférieur ou égal à 1. Si, alors on avait pris cet x, si l'un des x est nul, par exemple x 0, f de x est égal à ça. On sort le x0 qui est nul et ça fait 0. Et donc cette inégalité-là reste vraie. D'accord? Donc on a toujours ça. Et donc, quel que soit x appartenant à E, donc ça implique 3, parce que c'est bien une formule qui est comme ça, avec ici le alpha. 3 implique 1, donc on considère ça. Et on le décompose comme ça, je vous laisse vérifier, c'est très facile. Ça, c'est la multilinéarité. Ça, c'est D1, D2, ça finit par Dn. D est la somme des DI, de 1 à n, où DI est égal à ça quand I est compris strictement entre 1 et n. Quel que soit I, le n de DI va être inférieur ou égal à alpha pi de nj de AI multiplié par ça, multiplié par ça. D'accord? Bon, ben c'est évident, parce que là-dedans, il y a des AI, et puis il y a un seul xi moins ai. Donc on prend cette norme, et les autres, ça fait ça. Ils sont au nombre de n-1. D'accord? Donc soit delta, tel que delta est compris entre 0 et 1, et x tel que ns de x moins a est inférieur à delta. Ns de x est inférieur ou égal à ns de a plus ns de x moins a. Et ça, c'est inférieur ou égal à ns de a plus 1. D'accord? Que j'appelle m. Donc ni de xi est inférieur ou égal à m. Et ni de ai, c'est inférieur ou égal à ns de a, par la définition de ns de a. Donc c'est inférieur aussi à m. Et enfin, le dernier, ben, il est inférieur à ns de x moins a, donc à delta. Donc n de di. Ben, n de di, ça va être inférieur ou égal à alpha. Et là, chacun est inférieur ou égal à m. Ils sont au nombre de n moins 1. Et puis il y a delta ici. Voilà. Et donc, la norme de D, qui est inférieure ou égale à la somme de 1 à n des normes de DI, ça c'est l'inégalité triangulaire, va être inférieure à ça. Donc je choisis maintenant delta, plus petit que 1 et plus petit que ça. Et donc ns de x moins a est inférieur à delta. Donc norme de f de x moins f de a va être inférieure ou égale à n alpha. Mais j'ai pris delta qui est inférieur à epsilon sur 1 multiplié par ça, et évidemment je me suis débrouillé pour que ça fasse epsilon. Donc à chaque fois qu'on a ça, on a ça qui est inférieur à epsilon, et donc ça veut bien dire que f est continu à A, quel que soit A appartenant à E, et donc ça veut dire que f est continu. Et donc là on a démontré 3 implique 1, et donc finalement tout a été démontré. On se donne n espaces vectoriels normés, tous de dimension finie. Leurs produits, comme ils sont de dimension finie, sur chaque EI, les normes sont équivalentes, définissent sur EI les distances équivalentes et donnent la même topologie θi. E lui aussi est de dimension finie, produit des dimensions de EI. Et donc les normes sur E vont être équivalentes, définissent des distances équivalentes et donc la même topologie θ qui n'est autre que la topologie produite. Tout ça, ça a été vu quand on a étudié les espaces métriques. Alors, la norme n classique, on sait qu'elle a pour topologie θ et toutes les normes sont équivalentes à n. Bon, ça, c'est des rappels. Soit f, maintenant, un espace vectoriel normé quelconque, alors toute application n linéaire de E vers f est continue. Démonstration, on prend une base,
la norme classique sur EI, on décompose un vecteur quelconque de E en somme de YI où il n'y a que des composantes nulles sauf au rang I où il y a XI. XI c'est un élément de EI donc qui s'exprime dans la base BI. F de X, F de X c'est forcément la somme des F de YI parce que F est n linéaire et F de YI c'est quoi? C'est F de ce truc là mais XI c'est ça. D'accord? Donc ça va être une somme de XIJ, F d'un vecteur où il n'y aura que des zéros, sauf au rang I où il y aura EIJ. Voilà, donc c'est ça. Somme des XIJ, UIJ avec cet UIJ qui est égal à ça, je vous laisse vérifier. Supposons que la norme de X soit égale à 1, alors tous les NIXI sont inférieurs ou égaux à 1. Et donc tous les XIJ inférieurs ou égaux à 1 aussi, le corps c'est K ou C. Quel que soit I, donc quel que soit J. Norme de f de x est inférieure ou égale à la somme des normes de f de YI, donc ça va être inférieur ou égal à ça, c'est évident, mais comme tous les XIJ sont inférieurs ou égaux à 1, on va obtenir ça, et ça c'est une constante A qui ne dépend de rien, qui ne dépend pas de x en tout cas. Ça c'est vrai parce que tout cela sont de petits cœurs. Donc c'est inférieur ou égal à A. Pour être sûr que c'est inférieur à quelque chose qui est strictement positif, je rajoute 1 et ça fait alpha. F est borné donc sur Sn de 0,1, c'est-à-dire qu'en norme de x vaut 1. Soit x appartenant à E, x différent de 0. Alors celui-là appartient à Sn de 0,1. Donc on va avoir ça, puisque là on avait ça. Et en faisant passer de l'autre côté, ça fait ça, qui reste vrai pour x égale 0, parce que pour x égale 0, ça fait 0 ça, f de 0, puisque, il n'y a que des 0, puisque f est multilinéaire. Et ça aussi, ça fait 0. Donc ça, c'est toujours vrai, quel que soit x appartenant à E, donc f est continu. Conséquence, si on a un espace vectoriel normé de dimension finie n, et une base de E, alors l'application phi qui a ça appartenant à E à la puissance n, excusez-moi, associe le déterminant des xi relativement à la base B, B base de E, appartenant à K, ça appartient à K, R ou C, et bien cette application est continue car n linéaire d'après ce qu'on a vu avant. Et l'application f appartenant à L de E donne déterminant de f appartenant à K, elle est continue, on va démontrer ça. Déterminant de f, c'est ça, c'est déterminant des f de EI. Et on sait que c'est indépendant de la base B. Donc ça va être en fait la composée, cette fonction-là va être la composée de la fonction phi, de la fonction psi. C'est-à-dire avec psi, je prends f appartenant à L de E, je donne le n uplet ici, puis avec ce n uplet, je prends son déterminant. Bon, mais ça, psi, c'est linéaire, donc continu, parce que je suis dans des espaces ici qui sont des espaces... des EVN, L de N, norme subordonnée à la norme qu'il y avait sur E, et puis E puissance N muni du produit des topologies qu'on a sur E. Donc ce sont des espaces vectoriels normés de dimension finie, et on a une application qui est linéaire, donc elle est continue. Et comme phi était continue, et que déterminant c'est phi rond psi, composition de deux fonctions continues, elle est donc continue. J'appelle Dn de C l'ensemble des matrices diagonalisables, pas diagonales, mais diagonalisables, de Mn de C. Et je vais démontrer qu'il est dense dans Mn de C, muni de n'importe quelle norme, elles sont toutes équivalentes, donc on en prend une. Et on ne va pas prendre n'importe laquelle, du coup on va prendre n égale, pour une matrice AIJ, le sub TAIJ, enfin des modules de AIJ, on est dans C. Si A appartient à Mn de C, on la triangularise, parce que ça on peut toujours le faire. Donc A égale P, T, P moins 1, où T est triangulaire supérieur avec des coefficients diagonaux qu'on appelle T1 jusqu'à Tn. Si ce sont les valeurs propres de A. Si les TI sont 2 à 2 distinctes, alors A est diagonalisable. Donc A appartient à Dn, donc A appartient à Dn bar. Si les TI sont tous égaux à T, on considère TP égale T plus DP, P appartenant à N étoile, où DP est diagonale de coefficient K sur P, K compris entre 1 et N.
TP est triangulaire, c'est coefficient diagonaux 2 à 2 distincts, donc TP est diagonalisable. Et n de TP moins T est égal à n de DP. D'accord? Alors DP, ces coefficients sont ça. D'accord? Donc le plus grand, ça va être n sur P. Mais il tend vers 0 quand P tend vers plus l'infini. Donc TP tend vers T, comme AP est égal à PTP, P-1, est diagonalisable. M appartenant, oui, non, on a ça. M, l'application qui a M appartenant à Mn de C à ceci, P fois M fois P-1 est linéaire, donc continu. Donc, comme TP tend vers T, eh bien, AP tend vers A. Donc A appartient à Dn bar, puisque les AP, eux, sont diagonalisables, donc ils appartiennent à Dn. Les AP appartiennent à Dn. Sinon, les TI ne sont pas tous égaux. Alors il y a deux cas de figure, enfin on va voir après qu'il y a deux sous-cas de figure. Les TK ne sont pas tous égaux, pas deux à deux différents. Soit delta le plus petit des écarts non nuls, donc delta est positif. Soit dp, la matrice diagonale, le coefficient dk égale delta sur 3p exponentielle ik pi sur n, donc k est entre 1 et n, et tp égale t plus dp. Qui est évidemment triangulaire. On rajoute une triangulaire, une diagonale. Premier cas, si k est différent de j et que tk est égal à tj, alors tk plus delta sur 3p exponentielle 2ik pi sur n est différent de tj plus delta sur 3p exponentielle 2ij pi sur n. Pourquoi? Parce que ces deux-là sont égaux et que ces deux-là sont différents. Ils sont différents parce qu'on a ça, je vous laisse voir, c'est immédiat. Donc les coefficients diagonaux d'ordre k et j de la matrice TP sont distincts. Les coefficients d'ordre k et d'ordre j. Deuxième cas, si k différent de j, toujours, et que cette fois-ci tk est différent de tj. Alors tk plus dk est différent de TJ plus DJ. Sinon, on aurait module de TK moins TJ, je vais passer de l'autre côté, s'il y avait égalité, ça serait égal à module de TJ moins DK, et donc ça serait égal à delta sur 3P, module de ça. Donc une égalité triangulaire, inférieur ou égal à module de ça qui vaut 1 plus le module de ça qui vaut 1, ça va être inférieur ou égal à 2 delta sur 3, ce qui est inférieur à delta. Ce qui est faux, parce que en fait, delta est inférieur ou égal à module de tk moins tj, puisque tk est différent de tj et que delta c'est le plus petit des écarts non nuls. Dans les deux cas, celui-là et celui-là, on a toujours tk plus dk qui est différent de tj plus dj, donc les coefficients diagonaux de tp sont 2 à 2 différents, donc tp est diagonalisable. Par ailleurs, n de Tp moins T est égal à n de dP. Et n de dP, ça va être le sub de ces trucs-là. Et ça, le module, ça fait 1, donc c'est le sub des delta sur 3P, donc ils sont tous égaux, donc c'est delta sur 3P. Mais ça tend vers 0 quand P tend vers plus l'infini, donc TP tend vers T. AP, alors après, c'est le même raisonnement qu'on a utilisé ici, c'est-à-dire que ça, c'est diagonalisable, d'accord, donc ça appartient à ADN. Et cette application-là, elle continue parce que linéaire, donc AP tend vers A, donc A appartient à Dn bar, d'où le résultat. Remarque, on a obtenu mieux en fait, on a obtenu, parce que là, à chaque fois qu'on est diagonalisé, elles avaient des valeurs propres différentes. Donc on a obtenu en fait que d''n de C, l'ensemble des matrices diagonales ayant n valeurs propres 2 à 2 distinctes, est dense dans Mn de C. De Cayley et Hamilton alors Cayley et Hamilton, c'est deux mathématiciens. Cayley est du 19e siècle tous les deux. Cayley est anglais, Hamilton est irlandais. Cayley, il a touché à tous les domaines des mathématiques, mais principalement l'algèbre. Et puis Hamilton, irlandais, il a touché lui aussi à l'algèbre, au quaternion, les deux ont touché au quaternion. Au nombre complexe, Hamilton, beaucoup. Et aussi en physique, en optique.
sont des grands mathématiciens. Hein. Dans Mn de C, le polynôme caractéristique d'une matrice A annule A. C'est-à-dire P, polynôme caractéristique en A est égal à 0. Démonstration, si A est diagonalisable, oui, ce que je veux dire par ça, c'est que le polynôme c'est un polynôme. Hein. Quand on remplace la variable grand X par A, ben on trouve la matrice nulle. Donc si elle est diagonalisable de valeur propre lambda k, on a ça, on appelle F l'application linéaire de matrice A dans une base canonique de E. Et alors E c'est quoi? C'est la puissance n. Hein. Et F a pour matrice D, d'accord, dans la base B' de vecteurs propres. Soit K entre 1 et N, Q de X égale ce polynôme-là, donc on multiplie tous les termes sauf le terme d'ordre K, et on a évidemment PA de X qui est égal à Q de X fois ça. Et donc PA de F qui va être égal à Q de F rond ça. Ça vaut 0. Quand je l'applique au vecteur VK, ça vaut 0. Parce que f de VK est propre, donc f de VK est égal à lambda k VK. Lambda k est une valeur associée à VK. Donc, ça fait QF de 0, ça fait 0 parce que Q de F, c'est linéaire, hein, ça appartient à Mn de C. Donc, PA de F de VK est égal à 0, quel que soit K. Donc, PA de F est égal à 0, puisque les VK forment une base de E. Deuxième cas, cas général, A appartenant à Mn de C, ben on sait qu'il existe une suite de matrices diagonales qui tend vers A. Phi, l'application qui a U appartenant à Ln de C, associe son polynôme caractéristique, PU appartenant à C de X, on a démontré qu'il était continu. Et psi-k, l'application qui a un polynôme comme ça, appartenant à Cn de X, associe AK appartenant à C et continue car linéaire. Alors les normes sont équivalentes hein, sur Cn de X et équivalentes sur Ln de C. Et puis, alors sur Cn de X, on prend N' enfin la norme de ce polynôme-là est égale au sud des AK. D'accord? Voilà. Alors, si je prends psi-k en phi, c'est donc continu, hein, et on note PU égale somme des AK de U x puissance k. Le polynôme caractéristique, je le note comme ça. On a donc U qui appartient à l'application qui a U appartenant à Ln de C, hein, on part de là, et puis on arrive d'abord là, puis ensuite on arrive là, donne AK de U appartenant à C qui est continu. D'accord? Cette application est continue puisque c'est psi-k en phi. Psi qui a U appartenant à Ln de C donne PU de U égale ça, appartenant à Ln de C est continu. Pourquoi? Parce que U donne AK de U, on vient de le démontrer, est continu, et que U donne U puissance n, évidemment, est continu aussi, c'est un produit, c'est une puissance. FK tend vers F dans Ln de C, donc comme psi est continu, psi de FK tend vers psi de F dans Ln de C. Mais psi de FK, c'est l'application nulle de Ln de C. D'accord? Et donc ça, c'est toujours égal à 0, donc psi de F, alors ça c'est car FK est diagonalisable, hein, ça a été vu dans le petit a. Hein. Donc psi de F est égal à 0. Donc le polynôme caractéristique de F est annulé par F. D'accord? Donc pareil pour la matrice. Enfin, une petite remarque sur la fonction trace qui est continue. Donc l'application qui a une matrice associe sa trace, ou à un endomorphisme associe sa trace, parce que la trace est indépendante de la base choisie. Ces deux fonctions-là sont continues, c'est évident parce que la fonction trace est linéaire.